En quelques mots, dire d'abord notre émotion, un immense merci au peuple tunisien, grâce auquel nous retrouvons le droit d'espérer, le goût de rêver, une fierté qui semblait pour longtemps perdue. Et le reste du monde se met à nous regarder autrement. Même dans les articles les plus mesurés de la presse internationale, pointe un étonnement admiratif. Ah, les Arabes sont donc capables de cela. Depuis près d'un quart de siècle, face à leurs dictateurs, les peuples arabes semblaient en effet n'avoir d'autre choix que la soumission à l'ordre des choses ou la tentation de s'en remettre à une mouvance intégriste. Jusqu'à ces quelques jours du mois de janvier où le peuple tunisien a brisé la malédiction. La révolution qu'il a improvisée a dit non à l'état despotique moderne aussi bien qu'à l'état théologique médiéval. Elle a dit oui à la séparation du politique et du religieux, mais en exigeant que le politique devienne un espace de liberté, de droit, de partage. Il ne s'agit pas de la simple apparition sur la scène politique d'une pensée laïque et démocratique. Il s'agit de la redécouverte par toute une nation, dans le feu de l'action, de la nécessité de cette pensée. D'où la première victoire décisive qu'elle a déjà remportée. 1000 questions se posent dès lors légitimement sur l'avenir de la révolution, sur les dangers qui la menacent, sur les chances qu'elle a d'aller jusqu'au bout. Nul ne peut sérieusement esquisser à l'heure actuelle des réponses à ces questions. Mais le miracle, c'est qu'elles sont aujourd'hui posées. Il y a seulement un mois, elles auraient semblé absurdes. Elles sont désormais à l'ordre du jour des peuples. Tout à coup, grâce à la révolution tunisienne, impossible n'est plus arabe. Cette révolution vient d'offrir à chacun d'entre nous la chance de vivre une nouvelle jeunesse. Elle a rendu sa noblesse aux beaux mots d'avant-garde. Qu'elle sache que nous sommes mobilisés autour d'elle, au Caire comme à Tanger, à Paris comme à New York, pour relayer son message, ce message où le génie tunisien rejoint l'appel de l'universel, où l'audace se marie à la sagesse et la liberté de chacun à la fraternité de tous. Moi, je voudrais détendre d'abord un petit peu l'atmosphère, parce que j'ai écouté notre ami Farjani parlant de la lucidité exceptionnelle des intellectuels marocains, dont je fais partie, des intellectuels algériens, concernant la situation qui prévalait en Tunisie et le diagnostic qu'ils faisaient de l'État tunisien. Donc j'ai une proposition à vous faire. C'est de faire un échange. Standard. On va vous refiler nos intellectuels et refilez-nous votre peuple. Plus sérieusement, mais peut-être un peu provocateur, moi j'émettrais le souhait auprès de vous. Il y a des militants qui seraient les artisans de la Tunisie de demain, et même d'aujourd'hui. Faites en sorte, s'il vous plaît, que le président de la République prochain soit une présidente. Non mais c'est très sérieux. Pour moi, je crois que ça va être un symbole exceptionnel, justement, de l'avancée que nous a fait faire le peuple tunisien. Juste une petite chose, j'avais beaucoup de choses à... Mais bien entendu, je veux m'accaparer la parole. Moi, j'aimerais simplement attirer l'attention sur une dimension qui n'a pas été soulevée par... C'était normal, c'était pas le jour, c'était pas le sujet, mais qui me tient particulièrement à cœur, et je crois qu'il serait plus que souhaitable
qu'elle soit à l'ordre du jour de la révolution tunisienne, à savoir cette belle utopie, ce rêve têtu qu'est le Maghreb. Je crois que vous ne pouvez pas nous faire le coup de faire votre révolution, construire votre démocratie sans avoir une idée pour les autres, pour l'Algérie et le Maroc. Et j'en m'en arrête là, parce que pour moi le Maghreb c'est ça et rien d'autre. Et je crois que la Tunisie va devenir maintenant un laboratoire de la démocratie à l'échelle du monde arabe. Mais ça va être notre première zone libérée, je vais le dire, pour l'idée du Maghreb. Voilà, simplement, c'est un appel que je vous lance. Vous savez combien cette idée va travailler depuis des décennies et combien elle a été, combien l'échec, combien l'impossibilité de cette utopie de se voir réalisée a été destructeur aussi pour nos sociétés, pour nos rêves, pour le projet de construction démocratique dans l'ensemble des pays du Maghreb. Merci. Je suis heureux depuis tout à l'heure, je guettais le mot que personne n'ait prononcé, ce qualificatif de révolution de jasmin, qui me gêne beaucoup à moi, dans la mesure où c'est toujours ainsi que l'on est désigné et qualifié par le petit aspect folklorique, etc. D'autant que le jasmin, oui, c'était les œillets, l'autre c'est le velours, je sais bien. Bon. D'autant qu'il ne s'est agi que de jasmin brûlé, puisqu'elle a commencé par un acte symbolique quand même qui a été l'immolation. La Tunisie aujourd'hui a ouvert la voie à des transformations qui ont été analysées par nos amis, des transformations qui portent à la fois évidemment des espoirs extraordinaires, et à la fois évidemment des incertitudes, de la vigilance, etc. Et ce qui marque, je crois, l'acte de rupture, moi il m'a été dit symboliquement comme ça par un ami que j'appelais à Tunis il y a une semaine et qui me dit ceci, il me dit: le régime de Ben Ali nous a donné la honte de soi parce que nous avions honte d'être tunisiens, et maintenant la rue nous a donné la fierté. Et je crois que c'est ça qui a été fondamental et essentiel, et qui est la marque de tout ce qui s'est fait. Évidemment, les conditions particulières, historiques, qui expliquent que ce mouvement a eu lieu avec le succès jusqu'à nos jours, bien sûr. En Tunisie, ce sont un ensemble de conditions historiques, sociologiques, etc., sur lesquelles je ne reviens pas, qui ont été analysées ici. Et c'est toujours évidemment dans l'après-coup que les analyses se font. A été ce lien entre la question de l'État, la question de ce pouvoir et les transformations profondes de cette société tunisienne. Et chacun, évidemment, par ses lectures, en suivant simplement pas la presse, a bien pris conscience que si on comparait par rapport à ce qui s'est passé presque au même moment en Algérie, il est évident que le mouvement en Tunisie a également été porté par des organisations comme l'UGPT, dont le nom n'a pas été prononcé jusque-là, par des organisations de masse qui sont devenues de véritables organisations de masse, comme la Ligue des droits de l'homme, par des mouvements d'artistes, etc. C'est-à-dire que les couches moyennes, qui ont été de plus en plus dégradées par le régime depuis ces quelques années, se sont retournées contre ce régime et ont contribué largement à la mobilisation. Il faut ajouter évidemment un facteur dont nous ignorons encore tous les tenants et tous les aboutissants jusqu'à nos jours, et qu'a été ce mouvement de fraternisation avec l'armée. Sophie en a dit quelques mots tout à l'heure. Il semblerait que l'armée ait pu jouer un rôle peut-être plus important qu'on le dit pour mettre Ben Ali dans l'avion. C'est une révolution démocratique et populaire. Et
à ce propos se pose évidemment pour nous la question que l'on traduit souvent en langage parlé, en arabe parlé, la kobalikum, comme disait Abdel Flani. Je crois que ça a un double sens, hein, la coupe. Ça aussi la punition pour vous. Ah non, non, je comprends pas. Chez nous, la coupe, en langage, c'est... C'est la prononciation algérienne. C'est la prononciation. À ce propos, je lis dans des manchettes journaux, il y en a eu deux, et dans un journal du soir, quand même important, cette question, qui est celle de l'influence possible de la révolution tunisienne sur le reste des pays arabes, par quelque chose qui m'a choqué, j'avoue, la contagion tunisienne. Enfin, la contagion, même si le mot peut avoir une autre acception, etc., on le sait, mais la contagion, ça traduit toujours le microbe, le mal, etc. Nous, ce n'est pas la contagion, pour nous aujourd'hui, c'est l'exemple. Et comme tout exemple, évidemment, il ne peut jamais se reproduire, mais s'il n'est pas ce qui s'appelle une influence directe, il peut faire que le château tombe de carte en carte, et c'est ce qui est possible, je crois, non pas directement, non pas aujourd'hui, non pas demain, non pas par des prédictions, et je pense qu'il y a des sociétés qui sont de plus en plus mûres, là, je pense à l'Algérie, où il y a également une situation qui, certes, n'est pas similaire à celle de la situation, mais où il y a un ensemble d'ingrédients qui sont absolument communs. Je pense à toute l'évolution qui se fait dans des formes historiques différentes au Maroc, et je pense évidemment à l'Égypte, hein, qui est aujourd'hui... Et ces mouvements sont pour nous, donc tous ces mouvements de bouleversement de la société tunisienne, sont pour nous quelque chose qui, je crois, va changer, si ce n'est modifier radicalement, à la fois les consciences, les mentalités et la situation même dans le monde arabe. Il y en a d'autres dont on ne parle pas et qui sont aujourd'hui d'un enjeu fondamental pour ce que nous allons vivre à l'avenir. C'est ce qui se passe au Liban et dont personne ne parle, c'est-à-dire cette crise qui peut conduire aujourd'hui le Liban encore à éclater, et les forces qui sont en train aujourd'hui de faire pression, parce que derrière il y a la question d'Israël, parce que les Américains évidemment ne veulent pas de tout axe de résistance, qui nécessite, je crois, une vigilance également là-dessus. Alors, pour terminer très vite, c'est une hirondelle tunisienne, mais qui nous est venue très tôt en hiver, et on souhaite qu'elle soit l'annonce d'un printemps démocratique, non seulement d'un printemps démocratique, mais d'un cadre de réflexion important sur le fonctionnement de l'État dans les pays arabes. 2 secondes. Tous les États arabes sont soit des monarchies, soit des régimes présidentiels, où le seul jeu démocratique consiste à élire un président. Une fois qu'il est au pouvoir, il a tous les pouvoirs. Ben Ali, Bouteflika, etc., etc. Il y a en Tunisie, je crois savoir, depuis quelques jours, en tout cas je commençais à le lire sur Internet, un cadre de réflexion, et je crois connaître un peu, et je connais les travaux de Ayad Ben Achour pour savoir que c'est un cadre de réflexion qui serait peut-être intéressant dans leur commission de réforme, c'est que la Tunisie, je crois, peut être le premier pays à mettre en place, dans les pays arabes, le véritable parlementarisme. C'est-à-dire un régime qui ne soit plus fondé par le zaïmisme, où on élit une fois pour toutes un zaïm, mais où il y a un jeu politique, celui des partis politiques, des alliances, etc. Et je crois que ce serait une très bonne chose. Je ne suggère pas une nouvelle constitution, je n'avais simplement que cette réflexion en tête, et merci de votre attention.